Votre département, je le connais bien, j'y suis venu, j'y ai des amis de longue date, n'est-ce pas Daniel? Et je voudrais vous parler très franchement. D'abord, c'est mon 6e déplacement depuis le début de l'année sur une exploitation agricole. Ce n'est pas un hasard. J'ai voulu que Bruno Le Maire, notre jeune ministre, soit ministre de l'Agriculture parce qu'il connaissait parfaitement les règles européennes et parce qu'il est jeune, il a beaucoup de talent, il a du dynamisme et que nous ne devons pas simplement nous contenter de vous défendre. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on imagine ensemble l'avenir. Défendre, bon, est tout à fait nécessaire. Mais ça voudrait dire que les paysans mourraient moins vite. Moi, je ne veux pas que vous mouriez. La France a besoin d'une agriculture puissante, de paysans sur tout le territoire, qui ne sont pas des cantonniers, qui sont des producteurs, qui ont un savoir-faire. L'agriculture française, l'élevage français, c'est une richesse pour la France, au même titre que les filières les plus performantes de notre économie. Les Américains ont compris l'importance du pouvoir vert. Il n'y a aucune raison que les Français et les Européens ne comprennent pas. Donc, mon engagement aux côtés de Bruno Le Maire, au service de l'agriculture française et de son nouveau cadre, parce que nous devons nous projeter dans l'avenir. Je ne viens pas ici, dans votre magnifique département, faire je ne sais quelle démarche nostalgique. Je viens ici pour qu'on parle de l'avenir, qu'on prépare l'avenir. Je veux dire à tous ceux qui sont ici, qui fabriquent des fromages, qui produisent de la viande, qui produisent du vin, de l'huile d'olive, des fruits, que c'est l'avenir de notre économie qui est en cause. Alors à partir de ce moment-là, nous avons été amenés à prendre avec Bruno Le Maire des mesures très difficiles que j'assume. Vous savez, je dois les assumer. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Elles n'avaient pas été prises avant justement parce que c'est difficile. Quand c'est difficile, il y a des gens qui protestent. Mais ils savent, y compris ceux qui protestent, qu'il fallait le faire. Quand nous avons réformé la PAC, je me suis trouvé avec tous les céréaliers d'Île-de-France pas contents. Mais vous, notamment vous, Madame Martin, avec la réforme des aides que nous avons fait, le bilan de santé que nous avons fait, le revenu des éleveurs ovins dans notre pays 2010 par rapport à 2009, il va doubler. Il va doubler. Non, mais c'est pas que vous allez devenir riche, comprenez-moi. Mais c'était juste. Parce que nous pourrons défendre la PAC d'autant mieux que la PAC sera juste. Alors, pourquoi? Parce que je vais répondre aux questions de M. Comte, comme de celles du président. L'indemnité de compensatoire de handicap naturel. Bon, 95%, Monsieur le maire, des communes de ce département sont des communes de montagne ou de haute montagne, donc éligibles à l'indemnité compensatoire de handicap naturel. C'est un handicap parce que pour venir, c'est pas facile, mais en même temps, c'est magnifique. Cette indemnité, au niveau national, c'est 560 millions d'euros. Pour un département comme le vôtre, c'est 13,4 millions d'euros. Elle a augmenté de 8% entre 2009 et 2010. Monsieur Comte, vous connaissez beaucoup de postes budgétaires qui ont augmenté de 8% avec la crise que nous connaissons. Ce n'est pas, Monsieur Comte, une promesse que je fais. Ce sont des faits que je soumets d'ailleurs à l'expertise de tous ceux qui voudraient. Pourquoi? Parce que nous avons sorti 1 milliard d'euros de la PAC sur certains de vos collègues paysans, parce que
il y a le monde de la paysannerie, il y a le monde de l'agriculture, mais à l'intérieur, il y a des familles. Parfois, vous vous parlez franchement, d'ailleurs. Hein, pour vous le donner. Bon. Deuxièmement, l'indemnité compensatoire d'handicap naturel, je parle sous le contrôle du ministre de l'Agriculture. Si j'ai une bêtise, il me corrigera ou il précisera. S'appliquera jusqu'en 2014. Je n'ai pas dit 2012. J'ai dit 2014. Alors après, oui. Bah, ça sera aussi à vous de faire votre travail. Bon. Mais enfin, quand même, nous sommes en 2010. Jusqu'en 2014, c'est sanctuarisé. La prime à l'herbe, de soutien à l'élevage à l'herbe, c'est 707 millions d'euros d'aide communautaire pour les éleveurs, plus 125 millions d'euros qu'on a dégagés pour les seuls éleveurs ovins, vous. D'ailleurs, je ne le regrette absolument pas parce que je voudrais féliciter la filière ovine de France qui s'est restructurée de façon exemplaire. Et c'est toujours ce qu'avec Bruno on a dit. Aide-toi, le ciel t'aidera. On vous donnera les moyens, mais ne restez pas isolés, ne restez pas séparés, additionnez-vous, renforcez. Pour peser sur qui? Pour peser sur vos clients. Alors, certains d'entre vous sont en circuit court. Formidable. Confidence, je pense depuis bien longtemps qu'il y a 50 ou 60 ans, l'agriculture française a eu un petit peu tort de ne pas se poser la question de sa présence dans les réseaux de distribution. C'est un avis, chacun peut avoir un autre, je vous le dis. J'admets bien volontiers que ça soit un peu tard aujourd'hui. Je ne parle pas pour le circuit court. Mais imaginez, il y a 60 ans, que vous, les agriculteurs de France, vous vous soyez organisés pour prendre des positions dans la distribution française avant qu'elle devienne ce qu'elle serait devenue, et aujourd'hui, on n'aurait pas les mêmes difficultés. Enfin, c'est inutile de pleurer sur le lait renversé pour le coup. Mais les aides communautaires pour les éleveurs, c'est sanctuarisé. Et j'ai d'ailleurs dit au ministre du Budget, François Baroin, comme au Premier ministre, l'autre jour après Canson, que les aides à l'agriculture dans le budget 2011 que nous sommes en train de préparer pour toutes les primes à l'herbe, les indemnités compensatoires de handicap sanctuarisées. Voilà. Donc, de ce côté-là, vous n'avez pas de souci à vous faire et je me réjouis du doublement parce que les éleveurs ovins, vous êtes, surtout les agriculteurs, ceux pour qui les aides communautaires et nationales sont les plus importantes par rapport au chiffre d'affaires de vos exploitations, quoi. Certains d'entre vous sont à 80%. Vrai ou pas? Bon. Donc on ne peut pas, quand M. Comte dit si ça s'arrête, il y en a 80% qui tombent, il a raison. Donc il n'est pas question que ça s'arrête. Et donc vous avez, comme un bonheur ne vient jamais seul, les prix ont quand même augmenté de 10% ces derniers temps. Je ne parle pas, Madame Martin, des productions exceptionnelles comme les vôtres. Vous êtes hors prix. Enfin, hors prix. Disons, la qualité fait que vous êtes dans un autre cadre. Bon. Un mot enfin sur les tracasseries et les choses comme ça. Non. Tout ceci n'est pas très simple. Mais j'ai demandé un moratoire sur les modalités administratives qui vous sont imposées, comme sur les obligations environnementales qui vous sont imposées. J'attire quand même votre attention parce qu'il faut être juste et il faut avoir le courage de vous parler de tout. Quand il y a 80% d'aide sur le chiffre d'affaires d'une exploitation, il n'est pas anormal qu'il y ait de la paperasse. Pour une raison qui est, il y a de la subvention, donc il y a des contrôles, il y a des formulaires pour demander, il y a des formulaires pour rendre compte, il y en a beaucoup trop, je suis d'accord, mais n'ayons pas la démagogie de dire que c'est venu de nulle part. Je suis d'ailleurs de ceux qui pensent depuis bien longtemps que la première demande des agriculteurs, c'est de vivre du fruit de leur travail.
et que la question centrale n'est pas celle des aides. Je ne parle pas dans des territoires comme le vôtre, mais autorisez-moi en tant que chef de l'État à avoir un discours plus large. Que la question centrale, c'est celle du prix. Et celle qui consiste à faire comprendre aux consommateurs français que la qualité et la sécurité, ça a un prix. Bon. Enfin, dernier mot, l'Europe doit cesser d'être une passoire. Je comprends parfaitement qu'on impose des règles de traçabilité pour l'élevage, des règles de bien-être animal. Tout ça, je le comprends parfaitement et ça me paraît utile. Mais alors, je demande que l'Europe arrête d'importer sur le sol européen des produits agricoles ou des produits d'élevage venant en provenance de pays qui n'imposent aucune règle environnementale, aucune règle de sécurité sanitaire, aucune règle de traçabilité. C'est absurde. Parce que, à l'arrivée, qu'on soit malade parce qu'on ait pris de la viande de tel ou tel pays, je veux dire, ça crée une distorsion de concurrence phénoménale. Hein, voilà. Non, mais vous savez, ce qui est grave, c'est que je pense tout à fait ce que je vous dis. Hein, c'est pas dire. Voilà. Donc j'estime, Monsieur Comte, sur vous avoir dit ce qu'avec Bruno Le Maire, bien sûr Michel Mercier, mais enfin Bruno est en charge de l'agriculture, ce que nous mettons en œuvre, ce ne sont pas des promesses, ce sont des décisions. Hein, voilà. Donc, et dernier point, j'avais dit au mois de mars dernier que je m'investirais sur la question agricole, qui est un domaine où le chef d'État doit s'engager, parce que, on en parlera, c'est de l'interministériel pour bien des sujets, et c'est un problème de négociation internationale, hein, et notamment ce qu'on essaie de faire avec Bruno pour rapprocher l'Allemagne et la France. Je tiens promesse. Et je ne vous laisserai pas tomber. C'est trop important ce qui se passe ici. Voilà, vous le comprenez? Donc dites bien aux jeunes que leur métier continuera à exister, qu'ils peuvent continuer à s'installer, qu'il y a un avenir et que nous ne les laisserons pas tomber. Ma capacité à céder dans les négociations sur ces dossiers est nulle. Voilà. Et après tout, on ne va pas me reprocher de défendre les agriculteurs français et européens quand je vois comment les Américains, à juste titre, défendent leurs agriculteurs. Enfin, c'est quand même, on peut pas, c'est agressif à l'endroit de personne que de dire cela. Monsieur le Président, vous avez parlé de l'organisation de la filière ovine, donc Gilbert Goletto, président de la SOCAP, qui va vous poser aussi sa question. Notre filière ovine connaît des formes très diverses d'organisation adaptées au territoire autour du premier abattoir de France. Des filières traditionnelles incomplètement organisées autour de la SOCAP, que je préside. Les filières de proximité organisées autour des chevillards, de la vente directe. Nous avons aussi des labels, le label rouge agneau de Sisteron. Malgré cela, les prix ne sont pas au rendez-vous. Que faut-il faire de plus en termes d'organisation pour mieux gagner notre vie? Que va apporter la contractualisation prévue à la MEA? Cette contractualisation suppose une meilleure organisation des filières, mais nous ne savons pas à quel niveau elle sera négociée, ni avec quelle garantie. Enfin, je souhaiterais savoir quel sera le niveau d'organisation nécessaire chez les éleveurs. C'est tout là, mais oui, il y a tout. D'abord, un mot en passant, la loi qu'a fait vote de modernisation de l'agriculture et de la pêche, qu'a fait voter Bruno Le Maire, à la minute où je vous parle, 90% des décrets d'application ont été signés et sont publiés. C'est du jamais vu. Pourquoi je parle de la loi? Parce que la loi prononce les mots restructuration, enfin, organisation de la filière, contractualisation, qui sont deux mots absolument essentiels. Pourquoi? D'abord, les produits de qualité et les labels, l'avenir de l'agriculture française et notamment de l'élevage, c'est dans une production de qualité. Soit qu'elle soit labellisée,
soit que par la traçabilité, elle soit sécurisée à 100%. Je suis persuadé que les consommateurs n'accepteront plus les crises que nous avons connues sur la viande et dont nous payons encore les conséquences avec une diminution de la consommation. Je ne peux pas m'empêcher de penser que dans la diminution de la consommation, les crises qui ont été les grandes crises des années 80-90 n'aient pas joué un rôle majeur. Donc, clairement, nous vous encouragerons à aller vers des productions de qualité. Deuxième élément, vos clients, je ne parle pas des circuits courts, mais pour l'essentiel, ce sont les 5 grands distributeurs. On peut dire tout ce qu'on veut. Bon. Je ne me lasserai pas de répéter que ce sont vos clients et qu'avec ces clients, on doit avoir des rapports de confiance. Démonter une grande surface, ça peut soulager le tempérament, mais ça n'amène rien. C'est les Français, plus exactement les Françaises, qui ont choisi les grandes surfaces. Et l'essentiel de votre production, pardon Madame Martin, vous avez votre boucherie, il s'écoule chez ces grands distributeurs. Mais alors, mes chers amis, s'il y a 5 clients et en face des dizaines de milliers de producteurs, il ne faut pas venir nous dire on est faible, on ne peut pas discuter avec eux. Monsieur Goletto, l'organisation de vos filières est indispensable et nous aiderons d'autant plus les filières qui se seront organisées. Si vous restez seuls, chacun dans votre coin, vous ne pèserez pas dans les négociations commerciales pour la vente de vos produits et la fixation du prix de vos produits. Et je veux féliciter la filière ovine qui a été la première à se restructurer et à contractualiser. Et il y a un bonus, puisque nous avons prévu que les filières, Monsieur le Président Prévraud, qui s'organisent, nous les récompenserons. Troisièmement, la contractualisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous donner un peu de temps. Les agriculteurs, vous avez besoin, éleveurs ou pas, de prévisibilité dans vos prix. On a tout l'été, avec Bruno, géré la crise du lait. C'est inadmissible qu'un producteur de lait ne connaisse pas le prix du lait qu'il a déjà livré. Comment connaître le prix? Comment lisser les évolutions erratiques? Par la contractualisation. Et ce que vous avez fait avec Carrefour me semble aller, je parle de la filière ovine, dans la très bonne direction. Si on veut que les Français mangent plus de viande d'agneau, par exemple, ça passe par le fait que les grands distributeurs en exposent plus aux clients. Et c'est un système gagnant-gagnant. Votre client vous garantit d'acheter tout ou partie de votre production pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous vous mettiez d'accord sur un prix, vous investissez, vous êtes sûr de pouvoir amortir. Il n'y a pas d'autre solution que cela. Enfin, ce que je viens de dire ne s'oppose pas, bien au contraire, au circuit court auquel je crois. Je ne vais pas me faire que des amis, mais je trouve que dans le monde agricole, il y a trop d'intermédiaires. Et parfois dans l'élevage, chacun sait bien ce que je veux dire. Et qu'après tout, le circuit court, développé avec la repopulation de vos départements, le tourisme vert, ça peut avoir de l'avenir. Voilà. Et puis, la France va avoir la présidence du G20 et du G8, et nous allons nous battre pour essayer de mettre en place un système de régulation du prix des matières premières agricoles. On ne peut pas continuer avec le quintal de blé qui passe du simple au triple et des univers totalement erratiques. Oui. Et puis, pour la première fois cet été, on a appliqué pour la pêche
et puis pour le melon, je crois, les accords de modération de marge, quand les prix baissent trop, les grandes surfaces sont obligées de baisser leurs marges. S'ils ne le font pas, on les taxe. Et ça fonctionne très bien, puisque cet été, il n'y a pas eu de problème. Justement, dans la continuité, et puis nous avons la chance donc d'avoir un directeur de Carrefour dans notre, voilà, dans notre assemblée, donc M. Trouche, président directeur général de Carrefour à Digne-les-Bains. Monsieur le Président, nous avons un modèle de commercialisation très intéressant à Digne-les-Bains. Je dirige un hypermarché Carrefour. Je suis franchisé indépendant. J'ouvre mes rayons aux produits des agriculteurs des Alpes-Haute-Provence. J'organise tous les ans une foire aux produits locaux en partenariat avec la profession agricole. Mais je suis contraint parfois de m'approvisionner par des plateformes quand la production n'est pas suffisante dans notre département, à cause de un peu l'étroitesse des filières locales. Qu'est-il possible de faire pour rapprocher les agriculteurs des filières de la grande distribution? Je sais que mes confrères dans certaines branches ne peuvent pas n'ont pas autant d'autonomie que moi. Et que peut-on faire pour que les agriculteurs et les distributeurs ne soient plus des adversaires, mais deviennent complémentaires, Monsieur le Président? C'est exactement ce que je pense. Je vous remercie de votre présence. Vous ne trouverez jamais un mot de ma part qui oppose les distributeurs aux producteurs. Bien au contraire. On m'en a d'ailleurs voulu parfois. On trouvait que j'étais trop faible avec vous. C'est absurde. C'est des très mauvais conseillers, ceux qui montent l'agriculture contre la distribution. Voilà. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Alors, à l'inverse, en venant ici, enfin pour préparer mon voyage, je regardais les chiffres. Sur la production ovine, nous produisons moins de 50% de la viande que nous consommons. Oui ou non? 43%, ben c'est moins de 50%. Bon. Et alors, on fait venir de la viande d'Irlande, Angleterre, Nouvelle-Zélande. Bon. Et, franchement, dans la restructuration de votre filière et dans la contractualisation avec les grandes surfaces, est-ce que vous ne croyez pas qu'on pourrait développer la production ovine et réduire la part de nos importations? C'est pas faire du protectionnisme que de dire ça. On a un marché fantastique devant nous. Pourquoi on ne le fait pas? Il y a des filières où on est obligé d'exporter parce que notre production est supérieure à notre consommation. Là, on produit 2 fois moins qu'on consomme. Et quand même, quand on produit en France, il n'y a pas les mêmes coûts de distribution et de transport. Et il y a la sécurité, il y a la qualité. Dans le cadre d'une contractualisation habile avec les grandes surfaces, il y a matière à faire quelque chose. Si je peux me permettre. Ah pardon. C'est donc vous savez, de la bonne volonté, il y en a beaucoup, c'est qu'on a un gros problème qui est l'accès au foncier pour l'élevage du mouton. Je vais répondre, hein, mais il y a peut-être quelqu'un qui veut parler du foncier aussi. C'est un problème essentiel, hein, Monsieur Granger. On va y revenir sur le foncier, on va y revenir. OK. Avant de parler du foncier, une question cruciale qui est un fléau de nos montagnes, donc on va parler du loup. La parole donc est donnée à Yves Derbès, qui est président de l'association de défense du pastoralisme. Monsieur le Président, c'est un dossier qui est très difficile. Notre département connaît cette année une explosion de la prédation du loup, 2 fois plus d'attaques sur nos troupeaux, 3 fois dans la vallée de l'Ubaye, plus de 100 attaques, plus de 300 victimes dans notre vallée. Cette situation est invivable pour les éleveurs ovins du département qui voient leurs troupeaux être décimés. Quelle réponse pouvez-vous enfin apporter à ce conflit entre le loup et le pastoralisme? Car j'ai peur, si la réglementation n'évolue pas, que le loup décourage les derniers éleveurs du département. Le loup est en train de vider nos vallées. Bon.
Je vous suis reconnaissant de m'avoir posé cette question comme la 5e. Bon. Le loup est une espèce strictement protégée en France depuis 1994. Et le loup est également protégé par une convention internationale qui est la Convention de Berne. Donc, il y a des décisions, des lois, un cadre juridique dont ni vous ni moi, nous ne pouvons nous extraire. Je préfère le dire parce que je vais répondre à votre question, hein, Monsieur Derbès. Mais je veux resituer ça dans un cadre général. Deuxièmement, le loup, et j'en ai souvent parlé avec Daniel Spagno, les élus d'ici, est devenu un problème majeur pour les traditions pastorales. J'en ai parfaitement conscience. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est que j'ai demandé au préfet de prendre sous 8 jours, après consultation du comité, parce que si je me souviens bien, il y a un comité consultatif départemental, de prendre sur 8 jours un arrêté préfectoral permettant d'engager un tir de prélèvement du loup pour les zones du département où l'attaque du loup relève d'une intensité exceptionnelle. Sous 8 jours. Deuxièmement, nous allons, avec des financements de l'État, mettre en place des sessions accélérées de formation au permis de chasser, avec examen à la clé, sur 2 jours, à destination des bergers et des éleveurs. Voilà mes 2 réponses. Et en même temps, je suis favorable au respect de la biodiversité. Voilà. Tout est une question d'équilibre. Alors, il ne faut pas être... Et on a toujours affaire à des intégrismes. Cette capacité d'intégrisme de la société française est très préoccupante. Donc, avec ces 2 mesures, vous allez pouvoir assurer la protection de vos troupeaux. Bon, il y aurait d'autres mesures, je pense notamment aux chiens. Hein. Il y a une race de chiens, le patou, il y a une race de chiens magnifique qui fait peur aux loups, comme vous le savez. Mais, je vous dis, les permis de chasser sur 2 jours avec financement de l'État et les tirs de prélèvement, l'arrêté du préfet. Voilà. Je pense que si on fait ça, j'apporte à votre préoccupation une réponse concrète et on suivra les choses de manière à ce que ça ne dérive pas et qu'on puisse réguler les choses. Alors, je sais bien que certains évoquent parfois les possibilités de dérogation. Hein. Vous m'en avez pas parlé, mais allons jusqu'au bout du dossier. Hein. Je sais que ça a été utilisé, si mon souvenir est exact, en Grèce et en Espagne. Mais en Grèce et en Espagne, les quantités de loups n'ont rien à voir avec celles que nous avons. Ici, on doit être entre 100 et 150, d'après ce qu'on me dit 120. En Grèce et en Espagne, on est sur quelques milliers, puisque je crois que l'Espagne en a 5000 et la Grèce, on doit en avoir quelque chose comme de 2000. Bon. Donc, je serai très vigilant là-dessus. Le ministre suit cela, mais il me semble que ce sont les réponses que vous attendiez. Le permis de chasser, on ne le refuse pas. Nous, ce qu'on demande, c'est un droit de chasser. Parce que le permis de chasser, toutes les années, il va falloir le reprendre et le payer. Donc, nous, ce qu'on avait demandé, puisque je suis au groupe national, c'est une formation de tir
mais pas forcément un permis de chasser. On veut bien passer l'examen, mais on ne veut surtout pas payer. Ça, j'ai compris. Voilà. Ça, j'ai compris. Mais en cela, monsieur Soldat, vous êtes très français. Il n'y a pas de. On pourrait trouver d'autres modèles comme vous assez rapidement. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'abord des tirs de prélèvement du loup, et deuxièmement, dans mon histoire de permis de chasser avec financement public, c'est c'est une formation spécifique. Excusez-moi, je ne suis pas très malin, mais j'avais pigé que ce n'était pas la question pour vous demander pour aller chasser ici. C'est une question de formation, parce que ce que j'espère, c'est que le loup, qui est intelligent, quand il aura compris que quand il vient traîner autour du troupeau, il y a le fusil, il fera plus attention. Voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Et il fera la différence entre la bête sauvage et l'élevage. Voilà. Et il me semble qu'en disant ça, on équilibre la réponse. Alors, toujours, Monsieur le Président Soldat, il y aura des gens qui vont protester, oui, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent pas pour résoudre les problèmes, mais pour les compliquer. Parce que c'est une maladie, on prend des postures. Et en vérité, tous ceux qui prennent des postures, vous savez ce qu'ils font? Ils ne se préoccupent pas du quotidien des Français. Moi, mon rôle de chef de l'État, il est très simple. Je dois régler les problèmes des Français. Moi, je n'ai pas le droit de prendre une posture. Alors chacun prend une posture, la posture généreuse, la posture ferme, la posture coulante, la posture de la colère. Bon, mais ils prennent des postures, mais pour le quotidien de 65 millions de Français, ça ne change rien. Moi, en tant que chef de l'État, ce sont des décisions que je dois prendre. Je dois protéger les Français. Je dois faire appliquer les lois. Donc sur une affaire comme le loup, je ne peux pas prendre des postures de celui qui veut défendre absolument la biodiversité. Mais dans la biodiversité, il y a l'être humain aussi. Le jour où il n'y a plus de bergers, le jour où il n'y a plus de troupeaux, qu'est-ce qu'on fera revenir dans nos montagnes? Et en même temps, celui qui dit on n'a pas besoin du loup. Non, la nature est une cohérence, c'est un ensemble. Je ne dis pas que le loup change tout dans l'équilibre, mais je veux dire quand même que nous, les êtres humains, on a une responsabilité sur la nature et sur la planète. La biodiversité fait partie de cet équilibre, cette magie de la cohérence que l'infiniment grand a besoin de l'infiniment petit. Et que c'est notre rôle de faire en sorte. Et qu'est-ce qui peut faire qu'on arrange tout le monde? C'est d'abord qu'on raisonne avec équilibre et qu'il y ait des gens pour faire respecter les lois. Voilà. J'ai préféré préciser qu'il s'agissait du loup pour qu'on ne détourne pas mes propos. Bon, je vais continuer donc en parlant de cette problématique du foncier, de l'accès et de la maîtrise au foncier. Confronté, comme bien d'autres départements, à une pression foncière exacerbée par une urbanisation diffuse, par la concurrence de nouveaux propriétaires pour l'achat d'un lopin de terre souvent au soleil, par le développement de parcs photovoltaïques au sol, nous venons de signer donc dans ce département une charte foncière entre l'État, le Conseil général, les associations des maires, justement pour une gestion équilibrée du territoire. Nous participons aussi aux travaux du guichet départemental, donc de destruction des projets photovoltaïques. Et à ce titre, je pense que nous sommes un peu un exemple. Nous avons convenu avec l'État et le Conseil général qu'il était indispensable de préserver des terres agricoles sur les terres dites mécanisables, critères que nous avons définis mécanisables. Si notre charte foncière prévoit déjà un certain nombre de dispositions pour atténuer la pression foncière qui pèse sur les terres agricoles, nous attendons beaucoup de la disposition donc de la LMA qui crée une commission où, je crois, Monsieur le Préfet peut opposer son veto au changement de nature d'une parcelle agricole pour un autre objet. Ma première question sera quel sera justement le poids de ce veto? Quelles seront les compensations pour le monde agricole en cas de changement de destination des terres? Enfin, pour répondre en partie à la question aussi qu'avait posée Emmanuel Grancher, nos éleveurs ont du mal à accéder au foncier, même dans les zones pastorales. Envisagez-vous d'autres dispositions pour encourager les propriétaires fonciers
donc à louer leur terrain. Bon, la question du foncier agricole est centrale, naturellement. Depuis le 13 janvier dernier, Bruno Le Maire a fait voter au Parlement, par parenthèse, je suis content qu'il y ait un accord avec le Conseil général sur ça, mais enfin, je voudrais rappeler qu'il n'y a pas une voix socialiste qui a voté le texte créant la taxe sur les plus-values pour un terrain agricole qui devient constructible. Pas une. Donc chacun d'entre nous doit être cohérent avec ce qu'on pense et ce qu'on fait. C'est bien beau de protester contre le fait que des terrains agricoles deviennent des terrains à bâtir, mais comment on arrête le phénomène? La proposition que nous avons faite, donc qui existe depuis le 13 janvier dernier, il y a désormais une taxe sur les plus-values issues des ventes de terrains rendus constructibles. Et le produit de cette taxe est affecté à quoi? À des mesures de soutien pour l'installation des jeunes, en particulier sur les projets innovants. Mais est-ce que vous ne croyez pas que sur un tel sujet, le monde politique dans son ensemble aurait pu se retrouver? Pas une question de gauche ou de droite, d'opposition, de majorité quand même. Est-ce que le sectarisme est devenu à ce point une réalité qu'on ne puisse même pas sur un sujet pareil? C'est vrai qu'il y a trop de terres agricoles qui partent pour les terres constructibles. En même temps, je me mets à la place des maires ou des conseillers généraux. Ils veulent développer leur commune, leur canton. Ils veulent qu'il y ait plus de gens qui habitent. Ils veulent qu'il y ait plus de gosses qui aillent à l'école. Je comprends très bien. Mais on perd quoi? Un département de terre agricole, quoi, tous les 10 ans. Je ne peux pas laisser faire ça. Et lorsque Bruno Le Maire m'a proposé cette direction, je l'ai retenue parce qu'elle me semblait très pertinente. Maintenant, tout terrain qui sort du domaine agricole pour aller vers le constructible sera taxé, et le produit de cette taxe, c'est pour vous les agriculteurs. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux ou de plus. Par ailleurs, une commission départementale de la consommation des espaces agricoles sera créée avant le 1er janvier prochain. Ce seront des décrets et des arrêtés préfectoraux dans chaque département. Elle portera un avis sur les réductions éventuelles d'utilisation de terres agricoles dans le département, et le préfet en tiendra le plus grand compte. Alors, est-ce que ça doit être un avis conforme qui bloque? Méfions-nous de trop de rigidité. Mais enfin, ça pèsera lourd. Voilà. Et ce que je vous propose, je le dis aux représentants de la FNSEA puis aux représentants du monde agricole, on va voir comment ça évolue. Face à ce problème-là, on essaye cette formule. Moi, je pense que ça marchera, mais si ça ne devait pas être suffisant, on trouverait autre chose. Mais faisons le bilan. Après le problème du foncier, donc tout droit, nous allons parler de l'installation de jeunes agriculteurs. Donc Olivier Pascal, président des jeunes agriculteurs. Monsieur le Président, on ne pouvait pas parler d'agriculture sans parler d'installation. Et malgré tous les problèmes qui ont été cités au cours de ce débat, on trouve heureusement encore de nombreux jeunes qui croient en notre métier, en notre fabuleux métier, de nombreux jeunes passionnés qui croient en leur avenir. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut des gens qui croient en leur avenir, et je crois que les jeunes agriculteurs sont tout à fait dans cet état d'esprit. Pour pouvoir les encourager, pour pouvoir les installer, il faut les accompagner du mieux possible. C'est pour ça que Jeunes Agriculteurs avait imaginé le nouveau parcours à l'installation qui a été mis en place par vos services l'année dernière. À son premier anniversaire, un premier bilan a été fait, et je crois que ce premier bilan est assez satisfaisant, même si il reste encore du travail à faire. Mais on ne peut que se féliciter de la mise en place de ce nouveau parcours. Malgré tout, on a quelques inquiétudes, et des inquiétudes portent sur l'aspect financier.
Vous nous avez rassuré quant au financement de l'installation et au financement des jeunes, des dotations jeunes agriculteurs et des prêts bonifiés. Nous avons des grandes craintes aujourd'hui sur la partie accompagnement. Si on veut que les installations soient réussies, il faut qu'on ait des moyens pour accompagner ces jeunes-là. Et c'est pour ça que ma question est toute simple, c'est qu'est-il prévu pour pérenniser financièrement et développer ce dispositif? Bon, d'abord, je voudrais dire que l'action des jeunes agriculteurs sur les Champs-Élysées, où je me suis rendu avec Carla, et vous avez eu plus d'1 million de visiteurs. Vous avez fait quelque chose de fantastique. D'ailleurs, je le dis au monde agricole, montrez ce que vous savez faire. C'est tellement mieux de vous voir exposer avec passion vos produits que la manifestation. C'est pas ça les agriculteurs. Les agriculteurs, c'est des gens qui bâtissent, qui construisent. C'est pas des casseurs. Voilà. J'ai trouvé que cette manifestation des jeunes agriculteurs, je l'ai dit à William, votre ex-président national, j'ai trouvé que c'était formidable pour l'agriculture et comment les Français ont répondu à cet appel. Deuxièmement, un métier qui n'attire plus les jeunes est un métier condamné. Entre les financements européens et les financements nationaux, l'installation des jeunes agriculteurs est soutenue à hauteur de 350 millions d'euros. Monsieur Pascal, chaque agriculteur, jeune agriculteur qui s'installe, c'est 55 000 euros par actif. Vous connaissez beaucoup de professions où on est prêt à mettre sur la table 55 000 euros par jeune qui s'installe. C'est ça les chiffres. Et j'ai dit à Bruno Le Maire, sanctuarisez dans ton budget. On n'y touchera pas. Ça sera reconduit. Vous avez quand même vu les difficultés que nous avons. 55 000 euros par actif. 350 millions d'euros pour l'installation des jeunes agriculteurs. Bon. Troisième remarque,